Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la petite série sur l'histoire de l'herboristerie, qui va porter sur l'Antiquité. Alors l'Antiquité, c'est une vaste période parce qu'elle s'étend de moins 3300 jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476. Et c'est une période qui a connu de nombreuses grandes civilisations, partout dans le monde. Et les avancées, le développement, tout ça, ça a été très important dans le domaine de la santé et de la botanique. Ce qui fait que cette vidéo, elle pourra pas être exhaustive parce que j'aurais pu dire vraiment 1000 choses de plus. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt de vous faire voyager autour du monde et de naviguer entre les différentes civilisations pour qu'on puisse voir l'apport de chacune d'elles, les similitudes qu'on peut trouver et aussi les particularités que chacune ont. Malgré tout, ça restait une vidéo pas mal longue, donc j'ai préféré la scinder en deux. Ce qui fait que vous aurez la deuxième partie le mois prochain, à la fréquence habituelle. Et comme ça vous permet d'intégrer toutes les informations qu'il y aura dans celle-ci, et ça fera pas de mal. Du coup, on est parti pour l'Antiquité. Alors, il y a une idée directrice, un fil rouge qu'il faut que je vous donne avant de commencer et qu'il faudra garder en tête parce que c'est un état d'esprit, une idée qui va rester, qui va perdurer tout au long de l'Antiquité, au-delà même d'ailleurs, mais qu'on va retrouver vraiment dans les différents peuples et qui est importante à retenir. C'est l'aspect magico-spirituel qui va être donné aux plantes et plus généralement à la médecine. La relation entre la plante, le remède et le pouvoir vont être très présentes. Et il y a beaucoup de notions comme les divinités, le religieux, au sens la personne religieuse, le médecin, l'herboriste et surtout le pouvoir politique qui vont être hyper confondus. Et ça, on va le remarquer dès les premières sources écrites. Pour voir les premières sources écrites, on va aller se promener en Mésopotamie, puisque c'est là-bas qu'on a les plus anciens documents écrits sur les plantes médicinales. Il s'agit ici des tablettes sumériennes de Nippur. Je vous mets une photo ici. Et puis le code Hammurabi. Alors Hammurabi, c'était un roi. C'est le 6e roi de Babylone, si je ne me trompe pas. Et c'est un roi qui a énormément marqué de par son règne, parce qu'il a énormément légiféré. Il a créé le premier code de responsabilité civile et pénale, et dans ce code, donc c'est ce fameux code Hammurabi, et dans ce code, il parle notamment de la responsabilité civile et pénale des médecins. C'est pour ça que je voulais mentionner aussi. En Mésopotamie, la médecine est enseignée dans les temples et les utilisateurs des plantes et ceux qui préparent les remèdes sont appelés les prêtres médecins. La santé et la maladie sont données par les dieux ou les démons. Avant tout, c'est la première cause qu'on donne en fait aux maladies. Donc, on voit bien de par ces éléments cette idée directrice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va partir pour l'Inde. En Inde, les premiers textes sacrés, les plus anciens, sont les Védas. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ces Védas font l'usage médicinal plutôt, et alimentaire de plus de 250 plantes. Alors parmi celles qu'on connaît chez nous, on peut citer la betterave, la réglisse, le chien-dent. Et pour ceux qui voudraient la précision, c'est précisément dans le 4e Veda qu'on va trouver beaucoup plus tous ces usages. Les pratiques herboristiques en Inde sont également très mêlées aux croyances. Et on a déjà un conflit entre les médecins prêtres de la caste savante, puisque vous savez, en Inde,
La société est organisée par caste, et les praticiens itinérants d'un autre côté, qu'on dévalorise, voire même qu'on diabolise. Parce que les brahmanes, qui sont en fait l'équivalent des prêtres pour la religion la plus répandue en Inde, sont interdits d'utiliser les pratiques de ces praticiens itinérants. Maintenant, on va changer de continent pour partir en Égypte. En Égypte, 2 documents fondateurs sont à mentionner. Il s'agit du papyrus de Bruges de -1450, donc de son découvreur Heinrich Bruges. Ça alors, Heinrich? Un postiche? Et le papyrus d'Héber de -1550, pareil du nom de son découvreur. Ces 2 documents font état d'une médecine plutôt préventive. C'est une médecine qui donne pour source des maladies les excès alimentaires, les vers, les éléments et souffles nuisibles, donc ça ce sont des éléments, des notions qu'on pourrait plutôt apparenter aujourd'hui à ce qu'on appelle l'énergétique, mais aussi et toujours les démons. Les remèdes qu'on y trouve dans ces documents sont déjà sous forme très variée. On va retrouver des remèdes sous forme de pilules, de tisanes, de suppositoires, d'onguents, de cataplasmes, même de collyres pour les yeux, donc c'est déjà très divers. Petite anecdote sur le papyrus d'Héber, c'est le plus long document écrit retrouvé de l'Égypte antique. Il décrit de nombreuses maladies issues de plusieurs branches de la médecine, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la gastro-entérologie. Et c'est le premier document à faire référence au cancer. Je vous mets en description un lien vers un article qui vous permettra de lire beaucoup plus d'informations, d'avoir beaucoup plus de détails sur ce document qui est super intéressant. Les Égyptiens, dans leur mythologie, ont une divinité qui est apparentée à la médecine. C'est Horus, le dieu médecin, qui est donc hyper présent et hyper important dans leurs mœurs, dans leur vie quotidienne en fait. La médecine égyptienne, elle est considérée comme la meilleure médecine antique. Hippocrate, dont vous avez certainement déjà entendu parler, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc Hippocrate, éminent médecin grec, lui-même y sera enseigné, initié pendant plusieurs années. Enfin, il ne serait pas possible de traiter correctement notre sujet si on ne faisait pas un petit tour par la Chine. En Chine encore aujourd'hui très connue pour sa médecine traditionnelle, de par le shiatsu et beaucoup d'autres choses auxquelles les Occidentaux s'intéressent de plus en plus à nouveau. Donc en Chine, à partir de -220, débute l'empire des Han. C'est sous cette dynastie que se développe énormément le taoïsme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le taoïsme, mais en gros, c'est un des grands courants de pensée chinois, une des grandes philosophies, et cosmogonie d'ailleurs aussi, chinoise. Le concept du yin et du yang, par exemple, y est hyper important. Et les maîtres de cette philosophie, les maîtres taoïstes, vont se mettre à faire beaucoup de recherches en matière de pharmacopée, donc de toutes les substances végétales, minérales qu'on peut utiliser pour faire des remèdes, et de médecine tout simplement. Ils vont se tourner beaucoup vers l'étude des poisons, vers la diététique, la sexologie, la culture physique et son importance, les pratiques respiratoires, mais aussi vers la recherche de drogues d'immortalité, donc de substances permettant d'obtenir l'immortalité. C'est ce qu'ils recherchaient. Et donc forcément, toute leur recherche, tout leur travail a beaucoup marqué la médecine chinoise antique. Il faut noter aussi qu'à cette époque, il y a eu des échanges importants entre la Perse, la Chine et l'Inde dont on a parlé tout à l'heure.
Et donc, c'est à cette époque, au début de la dynastie des Han, que on découvre les premiers écrits portant sur le médical. Dans un document qui s'appelle Tsuo Tsuan. J'espère que je maltraite pas trop les mots non plus. Ce document, il date d'un peu avant la dynastie, d'un peu avant sa découverte, puisque ça date du début du 5e siècle. Mais le plus ancien ouvrage, c'est-à-dire le plus ancien traité complètement dédié à la médecine, s'appelle le Classique interne de l'Empereur jaune. Oui, bon, là, j'ai directement pris la traduction parce que je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Là, je pense que j'aurais tout massacré. Donc, c'est un ouvrage qui aurait été compilé entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ et qui est inspiré d'un dialogue entre l'empereur jaune et son médecin. Donc, dialogue qui a eu lieu bien avant le 4e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, avant la compilation de l'ouvrage. Mais c'est entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ qu'on va réussir à reprendre tous les récits, tous les bribes de ce dialogue pour les compiler en un seul ouvrage qu'est le Classique interne de l'Empereur jaune. Voilà, je préférais préciser parce que j'étais pas sûre d'être très claire. Et donc ce traité, il reprend beaucoup la conception taoïste de l'homme et il va étudier beaucoup de choses comme l'impact des saisons sur l'homme, les variations du teint, l'importance du pouls, qui est une technique, un indice extrêmement important en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Il va donner des techniques d'acupuncture et des précisions sur celles-ci, et bien d'autres choses évidemment. Et donc tout au long de l'histoire, on va pouvoir voir que des commentaires sont ajoutés aux textes originaux. Ce qui fait qu'on y retrouve des passages d'époques très différentes. Parce qu'en fait, dans la mentalité chinoise, il y a un grand respect de l'autorité déjà, mais aussi de ce qui a pu être fait avant. Et du coup, il serait impensable pour eux de tout jeter, de jeter l'original pour ne garder que les versions mises à jour en fait. C'est pas possible, c'est pas dans leur... ça fonctionne pas comme ça pour eux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le fait qu'il y ait des commentaires ajoutés de différentes époques qui vont venir contredire les choses originales, etc., plus l'utilisation d'un langage archaïque dans les premiers documents, pas que dans cet ouvrage d'ailleurs, rendent leur compréhension hyper compliquée, y compris pour les spécialistes, qu'on appelle les sinologues pour info, voilà. Enfin, comme dans toute civilisation, il y a eu beaucoup de personnages importants qui ont fait de nombreux progrès, qui ont permis des avancées monumentales, etc. Mais ici, pour le coup, je vais vous citer uniquement Zhu Yan, un médecin chinois, bien sûr, qui va introduire la théorie des éléments. Vous savez, les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, l'eau, le feu, la terre, le métal et le bois. Cette théorie va se développer au cours de la dynastie et va énormément influencer l'alchimie, la médecine et même en fait tous les systèmes de connaissances de l'époque. Voilà pour la Chine. Je vais m'arrêter là puisque, comme je vous l'ai dit, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Dans la partie 2, on va parler du monde gréco-romain, on va voir les Gaulois, et puis on parlera aussi de la médecine arabo-musulmane. Et ensuite, on en aura terminé pour l'Antiquité. Donc surtout likez la vidéo, et puis abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à cliquer, à activer la cloche de notification, comme ça dès que la partie 2 sortira, vous serez tout de suite au courant. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine!